Thank you for the invitation for this talk. Thank you, Ulrich, for your talk and to introduce cyclic thermogravmetry. And I'm sorry, I will switch to French because I have a lot of slides in French. So for you, it's a French class now for half an hour. But sorry about that. I'm sure you can follow because of the slide. Donc, je passe en français. Mon but, j'ai repris en fait un exposé que j'avais fait au JOCH que j'ai un peu modifié il y a un certain nombre d'années. Et mon but, c'est de d'essayer de vous convaincre qu'on peut quantifier les cinétiques d'oxydation cyclique, que c'est intéressant, que c'est utile. Donc, c'est assez orienté vers les plus jeunes d'entre vous, ceux qui peuvent faire de l'oxydation cyclique et se demander si c'est facile ou pas d'essayer d'en tirer des choses quantitatives. Et Ulrich Krupp, c'est l'un des personnes qui l'a fait, qui l'a appliqué aussi à la nitruration avec l'interaction qu'il a montrée là, entre l'oxydation et la nitruration. Il a fait un papier où il a montré qu'en quantifiant l'oxydation cyclique, il pouvait déterminer le flux entrant d'azote dans l'alliage. Donc, c'est mon but aujourd'hui. Donc, pourquoi on veut faire de l'oxydation cyclique? D'abord, bon, ça, vous savez tous, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'applications, la plupart même des applications, si on y réfléchit bien, sont en cyclage thermique. Donc, c'est utile de l'étudier pour faire de la prévision de durée de vie, mais on peut l'utiliser aussi comme un moyen de caractérisation de la résistance à l'écaillage, c'est-à-dire de la résistance mécanique du couple métal-oxyde. On a un composite, finalement, un oxyde, une céramique sur un métal, et une façon de le solliciter mécaniquement, c'est de le cycler thermiquement. Donc, ce n'est pas forcément reproduire des conditions industrielles, ça peut être aussi un moyen de solliciter mécaniquement le système pour mesurer l'adhésion, par exemple, d'une couche d'oxyde ou sa résistance mécanique. Ensuite, quantifier la vitesse d'écaillage. Au final, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en général, enfin, qui a été très peu fait, ce que je disais en introduction, et c'est finalement aussi important que quantifier la cinétique d'oxydation, ce qu'on fait tous. Et donc, mon but, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est intéressant d'essayer de traduire en termes cinétiques les observations qu'on fait lors de l'étude de l'écaillage des couches d'oxyde. Alors, au niveau de durée de vie, vous voyez, j'ai donné un exemple en bas qui est que par rapport à une durée de vie qu'on calculerait, par exemple, avec une quantité donnée d'aluminium consommé quand on fait de l'oxydation, ben, si on passe d'une condition isotherme à des conditions cycliques, et si l'on a 10% de la couche d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle et qu'on fait des cycles d'une heure à 1100 degrés, on va réduire d'un facteur 20 la durée de vie. C'est-à-dire on va accélérer la consommation d'aluminium d'un facteur 20. Donc, c'est quand même très important. Donc, c'est quoi la cinétique d'oxydation cyclique? C'est la vitesse à laquelle le métal est consommé, la vitesse à laquelle il est oxydé. Donc, c'est comme en oxydation isotherme. Comment on le calcule en cyclique? C'est ça le problème. Donc, ça permet de faire la prévision de durée de vie, comme je disais, ça permet aussi de faire de la comparaison quantitative entre les alliages et pas juste une comparaison qualitative. Quand on a de l'oxydation isotherme, comment on fait? Ben, on fait donc une courbe de prise de masse, comme celle que j'ai représentée ici, la masse en fonction du temps, et la pente de cette prise de masse, c'est-à-dire c'est la vitesse de consommation de l'élément d'alliage au final, c'est proportionnel à cette vitesse, et donc c'est proportionnel au flux sortant de l'élément d'alliage à la surface du matériau. Donc on traduit à partir du gain de masse, qui est un gain de masse, je vous rappelle, donc d'oxygène, qui est l'oxygène qui est dans l'oxyde. Si on sait quel est l'oxyde formé, donc on a besoin d'identifier l'oxyde pour avoir le ratio entre la masse d'oxygène et la quantité de métal consommée. Alors, on va pouvoir déterminer l'épaisseur de la couche d'oxyde en fonction du temps et on va pouvoir déterminer la quantité d'éléments d'alliage consommés. Et à partir de la quantité d'éléments d'alliage consommés,
on va pouvoir prévoir, par exemple, ce qu'on appelle le breakaway, c'est-à-dire lorsqu'on n'a plus assez d'éléments d'alliage pour faire une couche protectrice, ou, je ne sais pas moi, la dissolution de gamma prime dans un alliage gamma-gamma prime, etc. Enfin, des choses qui vont amener au final à une fin de vie. Et donc, on va pouvoir faire de la prévision de durée de vie. Alors maintenant, en oxydation cyclique, comment on va faire? Comment on détermine la consommation d'éléments d'alliage et la durée de vie en oxydation cyclique? Donc, traditionnellement, on a 3 solutions. Et traditionnellement, c'est la première qui est utilisée pour faire cette mesure de l'oxydation cyclique. On va mesurer ce qu'on appelle en anglais le gross mass gain et le net mass change. Donc, le net mass change, c'est quoi? C'est on suit la masse de l'échantillon avec la couche d'oxyde adhérente. Donc, c'est ce qui est dans mon ovale, dans mon ellipse rouge, sans la masse des écailles qui sont parties. Donc, ça, c'est la masse nette. Et ce qu'on appelle le gross mass gain, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, finalement, ça revient au gain de masse d'oxygène, en fait. Donc, on va enregistrer ces 2 choses en fonction du temps, et de là, on va en déduire la cinétique d'oscillation cyclique. Mais il y a 2 autres solutions. La deuxième, c'est d'utiliser que la masse nette et d'utiliser un modèle cinétique. Et la troisième solution est expérimentale, c'est ce que Ulrich a montré dans une slide, c'est d'utiliser de la thermogravimétrie cyclique, c'est-à-dire un enregistrement continu, continu, c'est important, de la masse pendant le cyclage thermique. Dans la littérature, on trouve beaucoup de données de cyclage thermique avec juste la masse nette, sans modélisation, et dans ce cas-là, on ne peut pas faire de quantification. Alors, je reviens sur la première méthode, donc la méthode classique. On va mettre l'échantillon, on va être obligé de mettre l'échantillon dans un creuset pour collecter les écailles. Et même ce creuset, on va être souvent obligé de le fermer parce que des écailles, quand elles vont se former, elles peuvent voler à plusieurs dizaines de centimètres. On en a même filmé à Albi à 1 mètre. Donc, on va mettre ce creuset dans un four de façon cyclique. Et puis, on va sortir l'échantillon et le peser seul. Et puis, on va peser aussi l'ensemble pour avoir le gross mass gain. Donc, on va mesurer ces 2 masses tous les n cycles. Donc, ce que l'on va mesurer, en fait, au fur et à mesure que l'on fait ce cyclage thermique, là, j'ai représenté la température en noir, on va donc enregistrer les points rouges là et les points bleus, qui sont donc la masse nette et la masse brute. Grosse, c'est brut. Donc, la masse brute ne fait qu'augmenter, puisque c'est la masse d'oxygène qui a été captée par le système, et la masse nette, elle augmente à cause de l'oxydation, parce que l'échantillon gagne de l'oxygène, et elle diminue parce qu'on perd de l'oxyde, et donc on peut perdre au final plus de masse qu'on en gagne, puisque dans l'oxyde, on va perdre aussi du métal. Mais on n'a pas l'enregistrement continu que j'ai représenté ici avec les lignes, on a juste les points, tous les 1 cycle au mieux, et souvent tous les 10 cycles ou les 50 cycles, on va avoir un point. Alors pourquoi ça s'écaille? Ça s'écaille parce qu'il y a une force motrice pour l'écaillage. Donc la force motrice, c'est quoi? En fait, c'est l'énergie élastique qui est stockée dans le système. Cette énergie élastique, elle vient d'où? Elle vient d'abord des contraintes de croissance, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on oxyde un métal, par exemple du zinc en oxyde de zinc, il y a une augmentation de volume de 55%. Et donc, cette augmentation de volume, elle se traduit par des déformations élastiques du substrat qui va être en traction, du coup, et de l'oxyde qui va être en compression. Et donc, ça représente une certaine énergie élastique. Et cette énergie, elle va augmenter au fur et à mesure que l'oxyde va s'épaissir. Et au bout d'un moment, elle va arriver à une certaine valeur critique qui peut causer un écaillage. La deuxième source alors, il peut y avoir aussi des contraintes d'épitaxie pour les couches minces. La deuxième source, et c'est la source principale, en fait, elle vient de la différence des coefficients de dilatation du métal et de l'oxyde lorsqu'on fait des cyclages thermiques. Pour vous donner une idée, là, si on prend de l'alumine sur un superalliage base nickel, qu'on refroidit de 1100 degrés à 20 degrés, si à 1100 degrés, on considère qu'il n'y a pas de contrainte, et qu'on refroidit à 20 degrés, on trouve 4 gigapascales. Donc, c'est une contrainte qui est absolument gigantesque.
Et donc ça va être la force motrice pour notre écaillage. Donc, il y a une force motrice et après, il faut qu'il y ait une faiblesse du système. Donc, cette faiblesse, ça peut être la couche d'oxyde elle-même qui fissure. Donc, ça, c'est le mécanisme que Hugh Evans appelait le wedging, ou du buckling lorsque la décohésion se fait d'abord à l'interface métal-oxyde. C'est ça qu'on observe en général. Voilà. Donc, je reviens au cinétique, qui est l'objet de mon speech. Donc, on a cet enregistrement de la masse nette et de la masse brute en fonction du temps. À partir de la masse brute, puisqu'on a toute la quantité d'oxygène qui a réagi avec l'échantillon, on peut, si on connaît à nouveau l'oxyde qui est formé, on peut en déduire la masse du métal qui est consommé, donc son épaisseur, et donc faire de la quantification et de la prévision de durée de vie. Donc finalement, on l'a, notre cinétique d'oxydation cyclique quantifiée. Seulement, on a un problème, c'est que c'est le creuset en fait. On est obligé de mettre l'échantillon dans des creusets, donc on est obligé de peser les creusets, donc on fait une erreur sur la masse des creusets, et surtout, on a une atmosphère confinée à l'intérieur du creuset. Et puis, on est obligé de toucher l'échantillon pour le peser, et là aussi, ça peut provoquer des défauts et des écaillages. La deuxième méthode, c'est d'utiliser que la masse nette, c'est pour ne pas avoir le creuset, et donc d'appliquer par-dessus une modélisation. Donc, je fais l'exemple avec le modèle PKP, mais il y a d'autres modèles qui existent. Le premier modèle, c'était le modèle COSP de la NASA. Enfin, il y en a même eu d'autres avant. Il y a DICOSM ensuite qui a été fait aussi à la NASA. Enfin, il y a plusieurs modèles qui existent, qui sont assez faciles à utiliser. Donc, on a notre gain de masse net en fonction du temps, qui est représenté ici en rouge, donc au fur et à mesure d'un certain nombre de cycles. Et si je zoome dans le petit rectangle noir qui représente un cycle, ce que je vois, c'est si j'enregistrais de façon continue la masse, je verrais, ce qui n'est pas le cas ici, je verrais une augmentation de la masse donc due à l'oxydation pendant le palier à haute température. Et donc ça, on va dire qu'on va le traduire en termes de constante parabolique d'oxydation, en faisant l'hypothèse que la croissance de l'oxyde est parabolique. Et puis, on va voir de l'écaillage pendant la descente en température, à cause des contraintes surtout d'origine thermique. Et ça, on va traduire ça en proportion de la couche d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle. C'est ça le P. Le P, c'est la proportion de la couche d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle. Et donc, on va pouvoir faire ensuite un modèle avec des hypothèses. Par exemple, on peut faire le plus simple, ce qu'on avait fait dans le modèle PKP avec Dominique Pouquillon, c'était que P et KP sont constants. Bon, c'est une hypothèse. Ça nous donne une courbe, dans ce cas-là, d'une certaine forme. Si on arrive à fitter les données expérimentales avec ce modèle, on peut penser que nos hypothèses sont bonnes. Et puis, on a aussi des mesures indépendantes qui peuvent être faites, c'est-à-dire on peut comparer le KP à des KP mesurés de façon isotherme, on peut comparer le P à des observations des surfaces des échantillons, et donc on peut valider ou pas le modèle, les hypothèses du modèle. Quand on a ces courbes de cyclage thermique en cloche, là, la plupart du temps, on arrive vers un régime linéaire. Ça, c'est un régime stationnaire, donc on le retrouve très bien avec les différents modèles. Il correspond donc à une vitesse constante de consommation du métal et à une épaisseur aussi moyenne de la couche d'oxyde qui est constante. Alors ça a des conséquences très importantes sur la durée de vie, parce que quand on est en isotherme, on a un flux sortant de l'échantillon qui diminue avec le temps, alors qu'ici, il est constant. Et donc, le matériau, l'alliage, il va avoir de plus en plus de mal à fournir un élément d'alliage, et donc ça va précipiter, par exemple, le phénomène de breakaway. Alors, voici des exemples où on a superposé, j'ai des problèmes de planche, on a superposé donc des données expérimentales qui étaient des données de Smialek avec le modèle qui sont les courbes continues. Et vous voyez que ça fit relativement bien, donc ça, c'est très facile à faire. Et donc, on va traduire chaque courbe expérimentale, chaque succession de points, par deux nombres, P et KP. Et on va pouvoir utiliser ces nombres après pour faire des calculs de consommation
d'éléments d'alliage et de durée de vie. Et on va pouvoir comparer les matériaux entre eux. C'est ça le but. On peut avoir des cas aussi où on va voir des changements de pente dans la courbe d'oxydation cyclique, dans la masse nette. Ces changements de pente, si on fait des observations en DRX, par exemple, au fur et à mesure du temps, on va voir que ça peut correspondre à différents oxydes qui se forment. Par exemple, ici, il y a le spinel qui apparaît, et dans le troisième domaine, il y a NiO qui apparaît. Et donc, on va pouvoir faire fitter comme ça le modèle. Là, on a utilisé un modèle Monte Carlo avec plusieurs couples P et Kp. Donc ici, on aura 3 couples P et Kp pour cette expérience. Une succession donc, de 3 valeurs différentes de P et de Kp. Troisième méthode, donc, et j'y viens, donc la thermogravimétrie cyclique. Donc ça, c'est une technique expérimentale. On va aller mesurer quantitativement la cinétique d'oxydation cyclique, c'est-à-dire on va aller mesurer notre Kp et notre P, si je reviens à la modélisation PKP, en fonction du temps. On ne va plus faire d'hypothèses, on va le mesurer directement. Alors, dans la biblio, on retrouve depuis assez longtemps, depuis les années 70, l'utilisation de la thermogravimétrie en cyclage thermique. Ça, c'est un exemple d'Orsay, dans le labo de Pierre Lacombe, qui a été publié donc en 78, c'est la thèse de Pierre Moulin, où il a regardé l'effet des éléments réactifs en cyclage thermique. Et c'est intéressant parce que, comme on a un enregistrement continu au cours des cycles, on voit que les éléments réactifs, ça diminue le Kp, ça diminue la cinétique d'oxydation et ça diminue l'écaillage. Alors que si on avait fait des mesures juste tous les N cycles, on n'aurait pas pu savoir si on avait diminué le Kp ou le P. Là, on le voit. Alors, ça avait peut-être été fait avant par Fred Petit, parce que j'ai cette donnée dans la littérature, mais je n'ai pas retrouvé le rapport initial, donc je n'ai pas l'année de ça, mais ça doit dater à peu près des mêmes années. Je ne sais pas qui est le premier à l'avoir fait. On en a dans la thèse de Sébastien Chevalier à Dijon, sur les éléments réactifs aussi. Et puis, plus récemment, donc, Ulrich Krupp, comme il l'a montré, et aussi Pascal Sottovangeli en Suède. Alors ça, c'est des exemples où on utilise la thermobalance pour cycler thermiquement les échantillons. Maintenant, si on veut quantifier cela, donc ça pose, c'est rarement fait. Et en fait, ce qui a arrêté les gens la plupart du temps, c'est le fait que lorsque on modifie la température dans la thermobalance, on a un problème de poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède vous donne une augmentation de la masse ou une diminution de la masse pendant les modifications de température. Et ça ne permet pas du coup de savoir quel est le gain de masse qui n'est pas dû à la poussée d'Archimède, qui est dû à l'oxydation. Alors, l'idée, elle est très, très simple, c'est de ne conserver que les enregistrements pendant les plateaux à haute température. Par exemple, ici, je fais des cyclages, par exemple, à 1100 degrés. Donc, je conserve l'enregistrement de la masse pendant le palier à 1100 degrés. Et puis, pendant le refroidissement et le chauffage suivant, j'ai la poussée d'Archimède qui fait des variations de masse. Mais ce n'est pas grave, je peux l'oublier, puisque quand je vais revenir sur le cycle suivant à 1100 degrés, j'aurai la même poussée d'Archimède qu'à la fin du cycle précédent. Et donc, l'idée toute simple, c'est en conservant cette courbe pendant le palier à haute température, voir à minima 2 points, le point initial et le point final sur chaque plateau à haute température, je vais pouvoir calculer, cycle après cycle, toutes les grandeurs qui caractérisent ma couche d'oxyde et ma consommation de métal. Quand je vais passer de ce premier point ici à celui-ci, je vais avoir la cinétique d'oxydation, je vais avoir le Kp, et puis quand je vais passer de ce point-là, la fin du premier cycle au début du deuxième, eh bien, je vais avoir la perte de masse qui est due à l'écaillage, ce qui est représenté ici, en s'affranchissant de la poussée d'Archimède.
Donc, je vous passe les différentes équations, mais c'est dans donc la publi de 2004 où on voit qu'on peut calculer comme ça donc, toutes les grandeurs qui nous intéressent. Donc, la masse nette, ça, on l'a directement, mais on peut calculer aussi la masse de tous les oxydes qui ont été perdus, qui se sont écaillés. Du coup, on peut calculer la masse brute dont on a besoin si on veut la consommation d'oxygène. Si on a la consommation d'oxygène, enfin la consommation de métal, pardon. Si on a la prise de masse d'oxygène, on peut calculer la consommation de métal. On peut calculer l'épaisseur moyenne. On peut calculer l'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde, et puis on va pouvoir calculer donc la proportion de la couche d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle et la constante parabolique pour chaque cycle. Donc, au lieu d'avoir des valeurs dont on est obligé de faire l'hypothèse qu'elles sont constantes ou qu'elles changent par domaine, comme j'ai montré tout à l'heure avec la modélisation PKP, ici, on mesure P et KP à chaque cycle. Alors, voici des exemples. Donc, pour ça, on a utilisé les thermobalances. Alors, ça, c'est des thermobalances Cetaram TAC 24. Donc, il ne faut pas avoir peur de les cycler thermiquement, puisqu'on l'a fait pour des centaines de cycles et sans casse, avec des vitesses de montée et de descente en température de 60 degrés par minute. Donc, on obtient des courbes comme ça en cloche. Je suis désolé, j'ai dû faire une bêtise avec le PowerPoint. Donc, on obtient des courbes en cloche où on a donc la masse nette ici, d'une façon globale, pendant l'oxydation ici du NiAl en faisant des cycles de 45 minutes à 1150 degrés. Si je zoome, si je viens zoomer sur cette courbe, sur 2 cycles, je vois donc ces petits segments de courbe qui sont les gains de masse sur chaque plateau haute température qui vont pouvoir me permettre de calculer toutes les grandeurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ça, ici, là, c'est la poussée d'Archimède. Ça, on va l'ignorer. Ça, c'est de la poussée d'Archimède. Là, il y a de l'écaillage. Là, il y a de la poussée d'Archimède. Et puis, donc, après, on enregistre à partir du début du palier haute température suivant et de la différence des 2 points jaunes, on va avoir l'écaillage qui a eu lieu pendant la période transitoire de température. Et puis, à nouveau, on va avoir le deuxième plateau haute température. On va pouvoir calculer le Kp, etc. Alors, l'autre avantage, c'est que ça permet de voir à quelle température se passe l'écaillage. Ici, on voit que l'écaillage a eu lieu à la fin de la descente en température. Et ici aussi. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, à partir de ça, donc, de cette masse nette qui est ici, cette courbe en cloche, toutes les autres courbes ont été calculées avec les équations que je vous ai montrées précédemment. Et notamment ici, on a la perte de masse de métal de l'échantillon. Donc, à partir de ça, on peut faire une estimation de la durée de vie suivant le critère de fin de vie que l'on a. Si je montre ici, c'est pénible, si je montre ici l'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde et la proportion P d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle, on peut voir que l'épaisseur de la couche d'oxyde, c'est la courbe noire, elle augmente jusqu'à temps, au régime stationnaire, comme je vous disais tout à l'heure, d'atteindre, mais cette fois on le mesure, d'atteindre une valeur constante. Donc, on a une épaisseur constante de la couche d'oxyde pendant toute la partie décroissante linéaire de la masse. Pour P, dans ce cas-là, on voit que la proportion d'oxyde qui s'écaille à chaque cycle a tendance à augmenter. Ici, pendant le régime stationnaire, je ne saurais pas dire si ça augmente encore ou si ça s'est stabilisé. Il aurait fallu faire une expérience plus longue. Deuxième exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, oui. Un superalliage, donc MC2, c'est un superalliage monocristallin utilisé par Safran Helicopter Engine avec son revêtement en nicocralita qui sert à le protéger donc, de l'oxydation et de la corrosion. Si on les teste en oxydation isotherme, on voit qu'ils ont la même cinétique d'oxydation. Donc finalement, le revêtement n'apporte rien au superalliage en oxydation. Alors il est là en fait aussi pour la corrosion à haute température. Mais si on cycle à 1150 maintenant, si on cycle thermiquement, on voit une très grande différence entre les deux.
Donc, en vert, ici, vous avez le superalliage nu donc, qui est victime des décaillages. On voit des reprises d'oxydation et des écaillages successifs, alors que le Nicocralita, sur le MC2, lui, n'a pas d'écaillage. Ce qu'on voit, c'est des variations de petites poussées d'Archimède. Donc, en fait, ça se compense et on revient au même niveau. Et on a une courbe qui est similaire à la courbe en oxydation isotherme, avec très, très peu d'écaillage. Si on regarde le matériau en coupe et en surface, on voit que on a en fait la couche d'oxyde, comme l'avait montré Ulrich tout à l'heure, c'est un autre superalliage, de l'alumine et de la chromine. Et l'écaillage peut avoir lieu entre les deux ou à l'interface métal-oxyde. On peut, comme tout à l'heure, donc avoir l'épaisseur de la couche d'oxyde en fonction du nombre de cycles, en fonction du temps. Et dans ce cas, avec le superalliage, ce qu'a fait Émeric Raffetin, qui a fait sa thèse sur ces matériaux, il a aussi corrigé la poussée d'Archimède parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait un peu d'oxydation pendant les transitoires de température. Bon, en fait, quand on regarde la courbe sans la correction et avec la correction, on se rend compte que la correction, elle est qu'au tout début. C'est pendant la première montée en température qu'il y a de l'oxydation notable. Ensuite, pendant la suite, elle est assez négligeable. Donc là, pareil, on mesure toutes les grandeurs à partir des équations que j'ai montrées et le P et le Kp en fonction du temps. Comme on a le P ici et le Kp en fonction du temps, on peut les mettre sur la carte de performance qu'on a fait avec Dominique Poquillon. Donc, c'est une carte où en abscisse, on met le Kp, des valeurs les plus grandes vers les plus petites, et puis le P, des valeurs aussi les plus grandes vers les plus petites. On a inversé les axes donc, pour que les meilleurs matériaux soient en haut à droite et les plus mauvais en bas à gauche. Et donc, vous voyez les différents petits carrés rouges, par exemple, que vous voyez, c'est la valeur, le couple PKP à chaque cycle lors de l'oxydation du superalliage MC2. Donc, ce que l'on voit, c'est que c'est une espèce de tir de chevrotine, là, ça bouge un peu, mais ça se stabilise à un régime stationnaire. C'est le gros point rouge qui est au milieu, qui donne des valeurs moyennes de Kp et de P. Pareil avec le superalliage revêtu, ici, GM-Crally. Et on voit, comme ce point-là est beaucoup plus en haut à droite que celui-ci, on voit quantitativement, on peut en déduire l'amélioration de durée de vie apportée par le revêtement Nicocralita sur le MC2. On peut quantifier le gain, pas juste dire que c'est mieux. On peut aussi comparer les valeurs des Kp. Donc ici, par exemple, le MC2, on est à 10-5, alors qu'en isotherme, je l'ai représenté ici avec les droites verticales, en isotherme, le MC2, c'est le numéro 2, c'est-à-dire c'était ici, on était à 2, 10-6, ou 1, quelque chose, 10-6. Ça, c'est dû au fait qu'on a d'autres oxydes qui se forment au final avec le cyclage thermique et on a une cinétique d'oxydation plus rapide. Si on fait la comparaison avec le M-Crally, lui, est beaucoup plus proche de son Kp qui a été mesuré de façon isotherme. Vous voyez, il y a une toute petite différence entre les deux. Alors, avec ce flux sortant, puisqu'on réussit donc à calculer le flux sortant avec la thermobalance cyclique, la thermogrammétrie cyclique, on peut, par exemple, c'est un exemple d'application ici, calculer la profondeur de déplétion en gamma prime dans un superalliage gamma-gamma prime et du coup en déduire l'influence de l'oxydation cyclique sur la tenue en fluage ou la tenue mécanique de notre superalliage. Troisième exemple rapidement, ça c'était un exemple fait par Aurélie Van de Putte dans sa thèse, donc sur un système barrière thermique. Donc je ne vais pas vous refaire tout, mais c'est juste pour vous montrer une chose, qui est que pour les systèmes barrières thermiques, donc, on va avoir un gain de masse qui vient de la croissance de cette très fine couche d'alumine qui est ici à l'interface entre le revêtement et la zircone. Et puis, on peut avoir des pertes de masse dues à de la perte de zircone. Mais là, il y a quelque chose qui est spécifique, qui est que la couche d'alumine est très fine devant la couche de zircone.
Si on regarde les grandeurs, hein, là, on fait l'oxydation cyclique dans la thermobalance. On voit donc les gains de masse dus à la croissance de l'alumine et puis les pertes de masse qui paraissent énormes, mais qui sont en fait des pertes de masse de zircone. Et si on regarde les valeurs, je ne sais plus où je l'ai mis parce que je ne vois pas le haut de mes planches. Donc si, je l'écris là, pardon. Donc, la zircone, on a 40 mg en fait, par centimètre carré de zircone sur l'alliage. Or, on est capable de mesurer avec la thermobalance le microgramme. Là, les écaillages que l'on voit, là, par exemple, on voit un écaillage ici, il fait presque 100 microgrammes. Donc, c'est facile à mesurer qu'une balance qui mesure le microgramme. Eh bien, 100 microgrammes par rapport à 40 mg, c'est 1/400e. Donc, on est capable de détecter des infimes écaillages de la barrière thermique. Donc, c'est extrêmement sensible. Autre chose que l'on voit ici qui est intéressant, donc ici, on a le gain de masse dû à la croissance de l'alumine. Ici, on a des variations de masse apparentes qui sont dues à la poussée d'Archimède. Mais là, c'est clairement un écaillage. Et donc, on voit que cet écaillage-là, il a lieu pas pendant le refroidissement comme tout à l'heure, mais pendant la montée en température. Ici, on a sur un autre cycle, on a un autre écaillage. Lui, il est donc en fin de refroidissement. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on a un problème quand même avec la thermobalance, c'est qu'on peut avoir un écaillage et puis une écaille qui reste accrochée après l'échantillon. Donc là, ce serait intéressant de coupler ça avec de l'émission acoustique, comme l'avait montré Michael Schutze, qui est en ligne, je crois, pour corréler en fait, des événements d'écaillage mesurés d'après la masse et de l'émission acoustique. Donc, la conclusion pour la thermobalance cyclique, c'est que c'est très facile à faire. Hein. C'est beaucoup plus simple à faire en fait, qu'une expérience dans un creuset ou même sans creuset où on pèse l'échantillon tous les n cycles parce qu'on n'a rien à manipuler. On met l'échantillon dans la thermobalance, on fait notre programme de cyclage thermique et c'est tout. Hein. Par contre, c'est beaucoup plus long à analyser le résultat pour le traduire, pour le quantifier. Alors pour ça, on a fait des fichiers Excel ou différents codes de calcul. C'était des choses qu'on peut partager. On peut aider les gens qui voudraient le faire aussi, les guider. N'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez vous y mettre, hein, si ça vous intéresse. Il ne faut pas avoir peur non plus de casser la thermobalance. Le problème que l'on a, c'est qu'on ne peut mettre qu'un seul échantillon. Et donc, on va bloquer une thermobalance. Si on fait 10 000 cycles d'une heure, on va bloquer une thermobalance pendant 10 000 heures pour un échantillon. Donc, c'est vraiment une manip de riche, hein, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on a développé une thermobalance cyclique avec des fours à lampe en plus qui permettent donc de chauffer et de refroidir beaucoup plus vite, où on peut mettre plusieurs échantillons. C'est une thermobalance qu'on avait brevetée il y a tellement longtemps que maintenant le brevet est tombé dans le domaine public, il est plus protégé. Hein. Donc, les gens peuvent reprendre tous les plans, le concept et les fabriquer. Cetaram fait d'ailleurs des montages pour ceux qui veulent. Il y en a maintenant une à Nancy. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.